Eh bien, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, de toute façon, mais qui, moi, me porte à cœur parce que euh, ça a été compliqué pour moi pendant plusieurs années de gérer l'alimentation, de gérer les repas, euh, de ne pas trouver ça stressant, de ne pas culpabiliser, de ne pas stresser par rapport à ça. Faire les courses était pour moi un enfer. Ça a pris quelques années avant que ça aille mieux. Et bien que aujourd'hui ça aille nettement mieux, mine de rien, c'est toujours quelque chose qui est en moi, euh, dans le sens où je peux très vite me lasser de manger. Euh, pour les trois quarts des gens, prendre un repas, c'est un moment convivial, c'est un moment plaisant, on prend du plaisir à manger, à découvrir des nouveaux plats, etc. C'est mon cas pour la plupart du temps, mais il m'arrive de faire des grosses phases de je n'ai pas faim, je ne ressens pas le besoin de manger, et ça, je vais vous en parler dans les détails. C'est dû à des troubles que j'ai pu vivre étant plus jeune. Donc, je vous invite à vous poser. J'espère que vous faites quelque chose en même temps parce que je pense que ce podcast va être plus long que d'habitude. Mais il y a énormément de choses à dire et j'aimerais, de par ce podcast, aider un maximum de personnes. Donc c'est parti. Donc en premier lieu, je suis Aurore au naturel, bientôt 35 ans. Depuis plus de 10 ans, je suis sur YouTube et je fais des vidéos autour de tout ce qui est naturel, du bien-être, du mieux-être, du prendre soin de soi, que ce soit dans la tête, dans le corps, dans l'esprit, dans le physique. Bref, voilà, je suis là depuis plusieurs années maintenant sur les réseaux, sur Insta, depuis peu sur Thread, comme je vous avais dit dans un ancien podcast, avec ma passion pour les portes dans le monde entier. Donc voilà, Aurore au naturel pour vous aider un maximum à prendre soin de vous. Et bien c'est parti. Alors, l'alimentation, se nourrir, faire attention à soi, réguler son appétit, perdre du poids. Bref, autant de sujets vastes de toute façon. L'alimentation, c'est la base en fait. C'est quelque chose de nécessaire, de vital pour nous, pour chaque être vivant d'ailleurs, que ce soit des animaux, des plantes, etc. L'alimentation sous toutes ses formes, nous sommes obligés de nous nourrir pour faire fonctionner notre organisme. C'est un acte naturel en fait de s'alimenter et en fait tout cela est à prendre en considération avec les choix de la personne, sa culture, ses croyances, etc. Les aliments sont importants pour nous car après ingestion de ces aliments, les principes de nutrition, de digestion vont permettre à notre organisme de fonctionner correctement grâce aux nutriments, aux micronutriments essentiels au bon fonctionnement de notre métabolisme. Je parle de tout ça sur le principe qu'il n'y a pas de pathologie sur la sphère digestive. Bien sûr, il y a des maladies malheureusement qui touchent certains organes digestifs et là, c'est plus du tout pareil. Les organes liés à la digestion vont partir de la bouche, la langue, le pharynx, l'œsophage, estomac, foie, pancréas, vésicule biliaire, intestin, côlon, rectum et la porte de sortie, l'anus. Donc, je vais vraiment partir dans des détails, vous parler du principe de la digestion, comment ça fonctionne, vous parler des groupes alimentaires, des bases de l'alimentation, des troubles liés à l'alimentation, des hormones de la faim qui sont très très importantes, comment la naturopathie peut aider lors de dysfonctionnements, et je vous parlerai de quelques compléments alimentaires. Je rappelle que tout ça
va être écrit, enfin c'est déjà écrit dans un e-book qui va être mis en ligne sur mon site auroreaunaturelle.fr. Vous allez retrouver l'intégralité par écrit de ce que je vais vous dire. Ça sert vraiment de support pour les personnes qui ont besoin et qui préfèrent avoir un support écrit. Bien sûr, il sera payant parce que c'est des heures de rédaction, de réflexion, de mise en page, de mise en forme. Donc c'est un e-book qui est payant. Alors c'est parti. Qu'est-ce que c'est la digestion? Donc la digestion, ça va débuter dès le moment où vous allez mettre un aliment dans votre bouche. Dès que vous allez mastiquer un aliment, les dents, la langue, mais surtout les enzymes qui sont dans la salive vont commencer à découper les aliments. La langue, bien sûr, elle sert à faire balancer les aliments que vous avez mâchés dans votre pharynx, qui va descendre gentiment vers l'œsophage, puis l'estomac. L'étape de l'estomac, c'est du pétrissage. Votre estomac, c'est vraiment comme un gros muscle, une grosse pompe, et en fait, ça va pétrir les aliments. Ça va se contracter, se décontracter, contracter, décontracter, et ça va aider vraiment tout ce que vous avez mis dans votre bouche à se transformer. C'est ce qu'on appelle du coup le bol alimentaire, qui va remuer dans votre ventre comme une machine à laver, et grâce aux sucs gastriques qui sont très acides, plus certaines enzymes qui sont aussi présentes dans votre salive, et ça va digérer chimiquement ce bol alimentaire. Quand ça sort de l'estomac, on a vraiment une bouillie qui ne ressemble plus du tout à des aliments. C'est ce qu'on appelle le chyme. Ça va passer dans l'intestin grêle. Et en fait, les sucs pancréatiques et les sels biliaires qui sont fabriqués et stockés, alors fabriqués par le foie, stockés par la vésicule biliaire, ça va être relâché et en fait, ça va permettre à émulsionner les graisses en toutes fines gouttelettes, puis grâce à des enzymes en plus, à vraiment digérer glucides, protéines, les plus grosses molécules de vos aliments. La prochaine étape et dernière étape consiste à faire passer le chyme dans le côlon. Ça va vraiment servir là à dégrader les derniers éléments qui ne sont pas assimilables par l'organisme, comme la cellulose par exemple. Et l'eau qui reste des aliments et qui est en surplus va être réabsorbée par les intestins et l'organisme. Donc en fait, au fur et à mesure, ça va vraiment découper et être focalisé sur certaines molécules. L'intestin grêle, donc, qui est l'étape la plus importante, parce que c'est à cet endroit en fait que les nutriments sont assimilés par votre organisme et qu'il va y avoir du coup un passage à travers les intestins des nutriments qui vont partir ensuite par les vaisseaux sanguins et ensuite dans le sang pour aller se répandre là où on en a besoin. Les éléments qui ne sont pas assimilés se cumulent, se tassent, descendent petit à petit vers le rectum. C'est ce qu'on appelle la création des selles. Et ensuite, porte de sortie, évacuée par l'anus quand vous allez aux toilettes. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'on appelle le transit. Ça va regrouper toutes les étapes que je vous ai dites, de la contraction des muscles dans l'estomac, à l'intestin grêle, le côlon, le rectum, et ça va faire avancer petit à petit les aliments qui vont se transformer en bol alimentaire, plus après le chyme, et ensuite les selles. Dans l'alimentation, on retrouve 7 groupes alimentaires. Donc en premier, les boissons non sucrées comme les eaux, le thé, infusion, eau gazeuse. C'est vraiment une base de notre alimentation qu'il faut consommer à volonté. Il ne faut vraiment pas se priver sur ces boissons-là. Ensuite, on a les céréales et les dérivés, donc tout ce qui va être féculent, céréales, légumineuses, pâtes, riz, avoine, pommes de terre. C'est une source principale d'énergie grâce aux glucides. Et il est important d'en consommer, de préférence complète ou semi-complète, si pas de pathologie digestive. Les fruits et les légumes, à consommer crus et cuits, car ils apportent chacun des bénéfices. Il y a des minéraux, des vitamines. Il vaut mieux les consommer de saison, voire
d'agriculture issue de l'agriculture biologique, mais c'est mieux de saison car au moins on est sûr que ça pousse dans les bonnes conditions, au bon moment, et on a vraiment des fruits et des légumes avec toutes les vitamines qu'elles peuvent nous apporter. Ensuite, on a les produits laitiers, les laits d'origine animale, les fromages, les yaourts. C'est une source principale de calcium, mais ce qu'il faut savoir, et je pense que je vais en reparler plus tard, c'est qu'il nous faut aussi un bon taux de vitamine D. Parce que si on n'a pas assez de vitamine D, on ne peut pas fixer le calcium, donc ça ne sert à rien de se bourrer de lait de vache. Soyez en passant, c'est pas forcément super bon pour la santé, le lait de vache. Mais si on n'a pas la vitamine D pour fixer le calcium sur nos os, ça ne sert à rien. Ensuite, le groupe numéro 5, c'est la viande, le poisson, les œufs. Gros apport important de protéines, nécessaires pour le fonctionnement de l'organisme et qui peut aussi être apporté par d'autres sources, selon les régimes. Si par exemple vous êtes végétarien ou végétalien, il y a d'autres sources de protéines que les œufs et la viande. Ensuite, les matières grasses, qui est très importante, tout aussi importante que les glucides, indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Cependant, il faut faire attention à ne pas trop en consommer, mais il faut surtout faire attention à la qualité des matières grasses que vous ingérez. Il faut faire attention et ingérer des matières grasses d'origine animale, mais aussi végétales, comme par exemple les avocats ou l'huile d'olive. Et ensuite, la dernière, sucre et produits sucrés. C'est la seule famille d'aliments qui n'est pas vraiment essentielle à notre organisme. Les glucides sont bons, le sucre en tant que tel, c'est-à-dire le sucre industriel, le sucre transformé, voire ultra transformé, n'est pas forcément utile à notre organisme. Donc si on n'en mange pas, ce n'est pas grave. Alors, les bases de l'alimentation. Pourquoi mange-t-on ? Quelle est l'utilité de manger ? Comme je vous disais, les aliments qu'on ingère sont transformés par l'organisme de par le principe de la digestion qui en extrait les nutriments. Et en fait, ces toutes petites molécules sont nécessaires pour le bon fonctionnement de nos organes, de nos muscles, de nos cellules, pour que ça fonctionne correctement. À chaque fois en fait que je me dis ça, vraiment, je me dis à quel point la nature, le corps humain est magique. C'est quand même quelque chose de fou de se dire que on ingère des aliments qui vont se transformer en petites molécules que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais que sans ça, en fait, on n'est pas capable de fonctionner de manière bonne, et que malheureusement, si on ne fait pas ça, on ne vit pas, en fait. Donc c'est super important, et moi je trouve ça vraiment génial de se rendre compte à quel point tout est vraiment bien fait. Donc les nutriments que l'on a dans les aliments sont classés par catégorie au nombre de 7. On va avoir l'eau, les glucides, protéines, lipides, fibres, macronutriments du coup, vitamines et minéraux, micronutriments. Alors l'eau. L'eau, c'est vraiment un composant majoritaire de notre corps. Pour une femme, on a entre 45 et 60% d'eau dans le corps, et pour un homme, entre 50 et 65. Et comme vous le savez, comme on sait nous le répéter depuis qu'on est tout petit, et même encore maintenant, sans eau, pas de vie. C'est pour ça que la vie est apparue sur Terre, parce qu'il y avait de l'eau. Et ça, pour moi, c'est super important. L'eau est censée être là au quotidien pour un fonctionnement, un bon fonctionnement de nos cellules, mais aussi de notre microbiote, des bactéries qu'il y a dans le ventre. Ensuite, il y a les macronutriments, donc les glucides en premier lieu, qui sont trop souvent diabolisés en fait. C'est nécessaire à notre organisme. On a besoin en fait de sucre simple et de sucre complexe, et surtout c'est le carburant chouchou de nos cellules. Ça va ensuite être stocké d'ailleurs sous forme de glycogène. On a vraiment besoin d'un large spectre d'aliments avec des index glycémiques différents. On va avoir par exemple des aliments avec un index glycémique faible, comme les légumineuses, les oléagineux, certains fruits. Et il y a aussi des aliments avec un index glycémique moyen, comme les pâtes complètes, le riz, le lait, certains fruits.
et aussi du coup des aliments avec un index glycémique très élevé comme les pommes de terre, les fruits secs et les confiseries. Ce qu'il faut savoir, c'est que les glucides sont vraiment bénéfiques pour notre sommeil. En fait, les glucides vont faciliter la production de sérotonine et la sérotonine est indispensable pour la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Ensuite, on va avoir les protéines qui ont un rôle essentiel aussi à notre organisme. C'est avec les protéines que la structure de nos muscles ou de notre peau est solide. En fait, on va avoir des protéines dans nombreux processus de notre corps. Par exemple, la fabrication des anticorps pour les réponses immunitaires, eh bien, ce sont des protéines que composent les anticorps. Aussi, on va en avoir besoin pour le transport de l'oxygène avec l'hémoglobine et aussi par rapport à la digestion et les enzymes. Les protéines, en fait, c'est comme un collier de perles. Chaque perle est un acide aminé, dit essentiel ou non essentiel. Les essentiels ne sont pas fabriqués dans notre organisme de manière naturelle. On va donc devoir les apporter via notre alimentation. Dans les pays développés, comme la France, on consomme assez de protéines. Dans l'ensemble, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, ça va plus venir du manque de leur variété. On consomme beaucoup trop de protéines animales, surtout de mauvaise qualité, et trop peu d'origine végétale. Donc c'est pour ça en fait qu'on voit dans certains pays développés, comme la France, que les personnes sont carencées de certains acides aminés essentiels. C'est pour ça que les 3/4 des gens dans les pays développés, en outre, ce n'est pas que dû à ça, mais on va avoir beaucoup de personnes avec une fatigue chronique, un manque de concentration, des troubles de sommeil, parce qu'en fait, certains acides aminés sont aussi des précurseurs de protéines qui va aider à se relâcher et à s'endormir, comme je vous disais tout à l'heure avec la sérotonine et la mélatonine. Ensuite, les lipides. On a besoin aussi de graisse et de bonnes graisses dans notre organisme. Ça va apporter un stockage au niveau de l'énergie et aussi par rapport à la structure des membranes de nos cellules. Certains acides gras vont réguler certaines fonctions physiologiques comme les inflammations, la vasoconstriction. Et il existe plusieurs catégories d'acides gras. Les insaturés qu'il faut favoriser et les saturés et les trans qui sont plus industriels et donc qu'il ne faut pas trop normalement ingérer. Dans les acides gras insaturés, on va avoir les oméga 3, 6 et 9. Et dans les acides gras saturés, ça va regrouper les graisses comme le beurre, le fromage, l'huile de palme. Et ensuite, les acides gras trans qui, eux, vont être industriels et se retrouver dans les pizzas, les chips, les viennoiseries, tout ce qui est bon en goût, mais tout ce qui n'est pas forcément bon pour l'organisme à grande quantité. Et aussi, par rapport aux lipides, je voulais mettre la lumière sur un lipide qui n'a pas du tout bonne réputation, mais qui pourtant a un rôle plus que vital pour notre organisme, le cholestérol. En fait, il est notamment présent dans les membranes de nos cellules de cerveau. C'est un précurseur des hormones stéroïdiennes comme l'œstrogène et la testostérone. Et en fait, il est nécessaire à notre organisme. Le seul souci, c'est qu'il faut faire attention à sa concentration dans notre sang. Ensuite, les fibres, je pense que je n'ai pas forcément besoin de beaucoup vous les présenter, mais elles sont vraiment très importantes. Il y a les fibres solubles et non solubles qui permettent de réguler votre transit. En fait, ce sont des nutriments qui ne sont pas digérables par notre organisme. Elles n'ont pas une grande valeur nutritionnelle et on les retrouve souvent du coup dans les fruits et les légumes, mais elles sont très très importantes pour la digestion. Une bonne quantité de fibres va permettre vraiment de réguler la glycémie, Est-ce que vous entendez mon chat éternuer en fond ? Va permettre du coup de réguler la glycémie. Ça va permettre aussi d'absorber le glucose. Du coup, les fibres vont faire une espèce de gel visqueux dans les intestins et ralentir au fur et à mesure l'absorption du glucose dans ceux-ci. Ça va gérer aussi la satiété et la gestion du poids. En fait, les fibres vont gonfler en fait, avec l'eau que vous allez ingérer durant votre repas, ce qui va permettre de vous aider à vous rassasier et à mieux réguler votre appétit. Comme ça va bien remplir l'estomac et ça évite après de se jeter sur d'autres choses qui sont moins bonnes pour votre corps. Les fibres insolubles, du coup, vont aider à ce que le bol alimentaire prenne du volume et s'évacue plus facilement.
Ensuite, on a les micronutriments, donc les vitamines, qui sont des éléments qui n'ont pas forcément de valeur énergétique, qui ne contiennent pas de calories. Notre corps ne sait pas les produire, donc il faut absolument qu'on les apporte par notre alimentation. Ce sont des super molécules, car même à très très faible dose, elles peuvent avoir un effet important dans l'organisme. Donc selon votre rythme de vie, votre âge, votre sexe, votre activité sportive, les besoins en vitamines dans votre métabolisme ne seront pas les mêmes. On dénombre 13 vitamines importantes à gérer dans votre alimentation. Je ne vais pas vous faire la liste détaillée des 13 vitamines, mais on a la vitamine A, C, celle-là vous la connaissez, c'est dans le citron par exemple, vitamine D, grâce au soleil, vitamine E qui est antioxydante et vitamine K qui sont au nombre de 2 et qui sont très importantes pour tout ce qui est coagulation du sang par exemple. Les vitamines B, il y en a énormément. B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12. Toutes sont indispensables par rapport à certains aspects de notre métabolisme. On a ensuite les minéraux qui sont au nombre de 4 avec le magnésium qui va subvenir à tout ce qui est bon fonctionnement du système immunitaire, musculaire aussi. Souvent, si vous avez les jambes agitées, les paupières qui bougent toutes seules, etc. On connaît, c'est pénible pour s'endormir. Par exemple, les fameuses jambes agitées le soir, c'est souvent une carence en magnésium qu'on peut retrouver dans le chocolat noir, les céréales complètes, les fruits de mer, les épinards, mais vous pouvez aussi le prendre en complément alimentaire. Le calcium, comme je vous disais tout à l'heure, n'est pas forcément au plus concentré dans le lait. On trouve aussi des aliments tels que le chou, brocoli, persil, épinards, où on va en avoir en grande quantité. C'est le principal composant de nos os, donc il est très très important d'en consommer. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut absolument se complémenter aussi en vitamine D si vous avez des carences, car sans vitamine D, on ne fixe pas le calcium sur nos os. Le potassium aussi, très important pour tout ce qui est transmission des impulsions nerveuses, pour le fonctionnement aussi des reins. Et en fait, ça permet de gérer au mieux l'équilibre acido-basique de notre organisme. On a besoin de faire attention à ça. Il ne faut pas qu'on soit trop dans l'acide, et trop dans le basique. Le potassium, pour ça, est un très bon élément équilibrant. On va pouvoir le retrouver dans la banane, les fruits secs, les fruits à coque et certains poissons comme la sardine ou la morue. Le sodium, je pense que vous savez de quoi il s'agit. C'est un des composants du sel. Il est indispensable à l'organisme pour tout ce qui est équilibre hydrique cette fois-ci, pour réguler la pression sanguine par exemple. Le seul problème, c'est que dans les pays comme le nôtre, on en consomme trop. On le retrouve un peu trop en excès dans certains plats industriels, mais il y en a aussi dans le pain, la charcuterie, les fromages, tout ce qu'on aime, hein. Mais en fait, il faut vraiment faire attention à la consommation, ne pas trop en manger, car si on a trop de sel dans le corps, il y a des équilibres hydriques. On a aussi des oligo-éléments comme le fer, le zinc, le sélénium et le silicium, qui sont très importants pour le quotidien, pour les métabolismes aussi. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on ne va pas partir trop dans les détails, mais il ne faut pas les oublier. Donc après tout ça, après que je vous ai expliqué tout ça, je vais vous parler du coup des troubles liés à l'alimentation. Comme je vous le disais, se nourrir est vital en fait. Si on n'a pas de carburant dans notre voiture, elle avance pas. Donc c'est pareil pour le corps, si on n'a pas une bonne alimentation, on n'a pas d'énergie, on n'a pas les bons nutriments, on n'a pas un métabolisme qui fonctionne comme il faut, on a nos muscles qui sont censés nous aider à bouger et nos organes qui doivent fonctionner correctement. Il y a aussi tout ce qui est fonction cognitive, le cerveau. Donc si on ne s'alimente pas comme il faut ou s'il y a des gros troubles, tout ça c'est déséquilibré et ça déraille un peu dans tous les sens. Mais c'est pas si simple, c'est pas il nous faut un carburant, on se nourrit et tout va bien. Il existe en fait tellement de troubles et tellement de caractéristiques autour de l'alimentation et de faire un repas qu'en fait il peut y avoir
plein de moments où ça ne fonctionne pas. Il suffit aussi d'être allergique, d'avoir des intolérances alimentaires, mais aussi d'avoir des soucis psychologiques qui font que on n'arrive pas à s'alimenter comme on peut ou comme on veut, et le déséquilibre se met en place. Alors, par exemple, moi j'ai des allergies alimentaires qui en soi ne sont pas dérangeantes pour le fonctionnement de mon organisme. Je vais être allergique, par exemple, aux bananes, aux kiwis. Si je mange pas de bananes et si je mange pas de kiwi, va pas y avoir un gros souci au niveau de mes repas. Quand on commence à être allergique aux œufs, au lait, au gluten, bien que je sois quand même assez intolérante au gluten, là il va falloir commencer à avoir des alternatives. Mais il y a des moments ça part encore plus loin. Et quand on commence à toucher par contre des troubles d'ordre psychologique, et ben là ça va pas être la même chose. Donc je voulais en fait développer et vous parler de certains troubles. Je ne peux pas vous parler de tous les troubles qui existent, mais je voulais vous parler des principaux, de ceux les plus connus et de ceux qui touchent encore beaucoup de personnes. À noter que chaque individu est différent. Les explications que je vais vous donner sont générales et en fait c'est ce qui complexifie justement les chemins de guérison qui doivent être mises en place pour soigner au mieux ces pathologies et accompagner chaque personne. Forcément, chaque trouble est propre à la personne, avec le contexte de vie, avec plein de choses. Donc c'est compliqué et c'est pourquoi il faut lutter et il faut être bien accompagné pour essayer de se soigner de ces pathologies. Donc je voulais en fait vous parler des troubles du comportement alimentaire ou TCA, de la régulation de l'appétit et de la perte de poids. Et dans les TCA, je voulais vous parler de l'anorexie mentale, de la boulimie, de l'hyperphagie boulimique. Alors, je voulais d'abord faire un petit trigger warning. Le fait est que je vais vous parler de certaines choses qui peuvent remuer ou qui peuvent mettre en lumière des aspects de votre vie qui sont compliqués pour vous. Si vous n'êtes pas encore dans un bon mood, dans un bon état d'esprit, ou si vous ne voulez pas entendre parler de ça, je vous invite soit à quitter le podcast ou soit à l'écouter avec une personne qui sera dans l'écoute, dans la bienveillance et qui voudront bien discuter avec vous de cela. Je suis moi-même quelqu'un qui peut discuter de ça avec vous via par exemple mes DM Aurore au naturel sur Instagram. N'hésitez pas en fait à venir m'en parler, ne restez pas seul face à ça si vous avez besoin d'aide. Donc c'est parti. Les troubles du comportement alimentaire, donc comme l'anorexie mentale, c'est un trouble de la conduite alimentaire qui survient souvent pendant la puberté. Contrairement à certaines idées reçues, ça affecte absolument toutes les catégories sociales. Et on a remarqué que ça touche un peu plus les jeunes femmes plutôt que les jeunes hommes. On parle d'anorexie mentale quand certains critères cliniques sont existants. La façon de s'alimenter est touchée, on est beaucoup dans la restriction, on évite de s'alimenter, on esquive quand on nous propose quelque chose, on refuse de s'alimenter d'ailleurs tout simplement, on utilise des laxatifs, il y a des déclenchements de vomissements, on a un poids qui est assez faible, on a une perception de soi qui est altérée, avec souvent un refus de reconnaître qu'on est maigre, qu'on a peur de grossir, un contrôle de son poids, de son image qui est très très importante. En fait, on va noter très rapidement une obsession alimentaire de la personne qui est touchée par l'anorexie mentale. Ça va vraiment témoigner que la maladie, elle est malheureusement déjà bien mise en place. Moi, c'était quelque chose, par exemple, de très 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 visible. J'avais une obsession de faire attention à ce que je mangeais. Et en fait, souvent, c'est là que ça doit tiquer pour les personnes qui sont autour. Il y a faire attention à ce qu'on mange, mais il y a aussi le côté très obsessionnel. Ça, faut faire très attention. L'anorexie mentale, du coup, va aussi déclencher une absence de règles pour les femmes et un ralentissement de croissance. Souvent, quand ça fait 3 mois qu'on n'a pas des règles très régulières, c'est qu'il y a un souci au niveau du métabolisme. L'anorexie mentale est donc une pathologie qui va regrouper plusieurs troubles qui vont par exemple aussi dépendre des facteurs génétiques, physiques, des facteurs environnementaux, familiaux,
socioculturelle. Cependant, des traits de caractère précoces peuvent favoriser la venue de l'anorexie mentale lors de l'adolescence. Quelqu'un qui est très perfectionnisme, qui a une faible estime de soi, qui a une anxiété précoce, qui a des blocages lors des changements, des problèmes pour changer sa routine, ses habitudes, et aussi malheureusement des stress précoces de manière violente, de manière chronique, des difficultés dans sa jeunesse, de la maltraitance et des abus sexuels pendant l'enfance, va induire que malheureusement l'adolescent ou le futur adulte peut développer des anorexies mentales. En fait, il ne faut pas oublier que tout choc, surtout d'un point de vue physique, quand il va y avoir une atteinte physique, va souvent déclencher des soucis par rapport à l'alimentation, car souvent on veut disparaître. Et la seule manière de disparaître, c'est de maigrir. Ou alors c'est le contraire, on va vouloir combler un manque par rapport à ces violences, et du coup on va se nourrir à outrance. Des recherches scientifiques ont démontré que les personnes atteintes d'anorexie mentale ont des variations génétiques. En fait, on a vu que la présence de certaines mutations sur certains gènes qui peuvent être par exemple liés aux troubles obsessionnels du comportement, donc les TOC, la dépression, l'anxiété, sont aussi en fait des personnes qui vont avoir pour atout de ne pas trop développer de masse grasse. Donc en fait, on va vraiment avoir des personnes qui génétiquement vont être prédisposées à être minces, voire maigres. Et ça, c'est génétique. On a vraiment vu que les variations sur ces 8 gènes peuvent amener plus facilement du coup à des pathologies comme l'anorexie mentale. On a aussi révélé des anomalies biologiques concernant les systèmes de récompense qui produisent la dopamine et la sérotonine. Ça, je vous invite à aller télécharger mon guide sur le bonheur où je vous parle des hormones qui sont liées au bonheur et qui justement, les systèmes de récompense, quand ils sont atteints, vont déclencher certaines pathologies, comme par exemple là, de l'anorexie mentale. Un des dangers de l'anorexie mentale, c'est que le métabolisme de la personne va être adapté à la restriction alimentaire. Donc le métabolisme, il va aussi être altéré avec tout ce qui est humeur, donc comme je vous disais par rapport au système de récompense et au bonheur, le système de régulation de l'appétit, les systèmes de récompense, les aliments appétissants en fait qui sont censés être associés à un plaisir, va libérer en fait d'autres hormones comme les endorphines, mais aussi la restriction et l'activité physique intense vont libérer encore plus d'endorphines. Donc en fait, la restriction va devenir un plaisir et ça va renforcer ce cercle vicieux. Quand je dis plaisir, c'est dans le côté métabolisme, molécule. Comment ça va fonctionner au niveau du système de récompense, c'est que restriction égale hormone du plaisir égale système de récompense ok et content. Donc du coup, ça va renforcer à continuer ça. Et en fait, l'anorexie, en premier lieu, avant d'être une maladie liée à l'alimentation, c'est une maladie mentale. Il va y avoir des troubles anxieux, compulsifs, obsessionnels. Donc il ne faut vraiment pas commencer à vouloir nourrir quelqu'un qui ne veut pas se nourrir. Il va falloir en premier lieu gérer tout ce qui est psychologique, voir un peu comment le côté émotionnel est atteint. Comme ça, on commence à travailler sur ça pour ensuite commencer à reprendre une façon de se nourrir un peu plus classique, etc. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est pour les personnes qui sont entourées d'adolescents, c'est d'être vigilant, parce que la période de la puberté, c'est le moment où va se déclencher les troubles. J'ai vu qu'il y avait de nombreux cas plus jeunes. Là, je pense que c'est dû au fait qu'on avance dans le temps et que les générations d'enfants sont de plus en plus matures, de plus en plus jeunes et sont confrontés à certaines choses de plus en plus jeunes. Mais c'est la période de découverte, de sociabilisation, de sexualisation, l'image de soi, de son corps. C'est souvent au niveau de l'adolescence. Donc en fait, les phases d'anorexie classiques durent entre 1 an et demi, 3 ans. Si c'est plus de 3 ans, on va parler d'anorexie mentale chronique. Et malheureusement, pendant l'adolescence, 5 à 6% des personnes vont décéder de l'anorexie, mais surtout aussi, malheureusement, suite à des suicides.
Les complications et les séquelles sont donc de la dénutrition sévère. L'organisme il a subi tellement de restrictions que des carences importantes sont à noter. En plus de ça, il va y avoir des conséquences irréversibles. Même si la personne va reprendre du poids et reprendre une alimentation un peu plus normale, il va y avoir des choses qui seront toujours là, comme une constipation chronique, des problèmes rénaux, hépatiques, une absence ou des règles irrégulières, perte de cheveux, il va y avoir des soucis au niveau des os, au niveau de la dentition. Il est donc primordial de mettre en place de manière progressive des soins pour le mieux-être global de la personne. Et c'est à ce moment-là où moi, accompagnante de vie, d'hygiène de vie, de naturopathie, de nutrition, je suis là pour pouvoir aider à faire ça de manière crescendo. On va le faire étape par étape, reprendre du poids de manière progressive, de façon pérenne, amener à une alimentation plus régulière mais surtout spontanée, traiter les souffrances psychologiques comme je vous disais et aider à resociabiliser parce que souvent on s'isole quand on a des soucis comme ça. On ne va plus manger dehors, on ne va plus manger avec les copains, on ne fait plus des repas en famille. Donc il va vraiment falloir faire ça de manière progressive. Des études en fait aussi ont mis en lumière que l'anorexie peut être liée à des troubles hormonaux. Comme je vous disais tout à l'heure, notre cerveau va stimuler l'appétit à notre estomac grâce à une hormone qui s'appelle la gréline. Chez les personnes atteintes d'anorexie, cette hormone est en concentration beaucoup trop élevée et ça va déclencher totalement l'inverse, l'effet inverse. Donc on est censé vouloir manger quand on a la gréline qui est là, mais si la gréline est en trop grosse quantité, on va avoir une aversion pour l'alimentation, donc c'est-à-dire qu'on n'aura plus du tout envie de s'alimenter parce que ça sera vraiment pas envie. Non mais ça me tente pas. Les scientifiques sont donc en pleine étude pour essayer de réguler cette concentration trop importante et comprendre ce qui peut se passer sur le système de récompense et la perturbation du comportement alimentaire. Ensuite, je voulais vous parler de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique. Au contraire de l'anorexie, la boulimie est une pathologie qui consiste à se suralimenter de manière compulsive. Les crises en fait sont souvent liées à un stress dû à une perte de contrôle. La personne donc va se calmer en ingérant une quantité importante d'aliments. Les comportements qui sont liés à la boulimie vont se manifester par exemple un besoin angoissant de manger de manière non contrôlée et compulsive, un besoin de se cacher pour le faire en dehors des moments de repas. Les aliments vont être ingérés de manière rapide et en très grande quantité. Et ce sont le plus souvent des aliments non cuisinés, très gras, très sucrés, les aliments plaisir, en fait tout ce qu'on a sous la main de manière rapide pour l'ingérer. L'unique but en fait c'est juste de se remplir et de combler un manque. Après la crise, la personne elle va être emplie de sentiments de remords, de malaise, de dégoût de soi. Et en plus de ça, les crises de boulimie vont être souvent suivies de vomissements afin d'éviter de prendre du poids, mais aussi pour soulager les douleurs à l'estomac dues à une trop grande prise d'aliments en très peu de temps en fait. Et les crises peuvent être malheureusement très rapprochées dans le temps. En dehors des crises, on va avoir des personnes qui ont un poids à peu près normal, qui font attention à ce qu'elles mangent, qui pratiquent du sport. Et en fait, c'est ça où il faut faire attention et voir les petits signes. C'est que au quotidien, on va pas forcément se rendre compte. Une personne anorexique, on va vite se rendre compte de la perte de poids de manière visible. Mais pour les personnes boulimiques, c'est un peu plus compliqué et un peu plus insidieux. Les critères cliniques qui sont liés à la boulimie sont le fait qu'on va avoir des épisodes boulimiques du coup à répétition, qu'on va avoir des sensations de perte de contrôle sur la prise alimentaire, on va avoir des épisodes boulimiques au moins une fois par semaine depuis au moins 3 mois et surtout la présence d'un comportement plutôt compensatoire pour éviter la prise de poids. Donc on va prendre des laxatifs, des diurétiques, des produits coupe-faim, on va déclencher des vomissements, on va faire des jeûnes de plusieurs jours, on va faire une pratique sportive intensive, il va y avoir une grosse préoccupation de l'image de soi et il peut y avoir une alternation entre période d'anorexie et période de boulimie. Et du coup, comme pour l'anorexie, les symptômes associés vont être liés beaucoup au psychologique. Donc on va avoir des personnes anxieuses, dépressives, qui vont faire des tentatives de suicide, on va avoir des troubles addictifs, une perte de l'estime de soi et aussi d'un point de vue physique, des règles irrégulières, voire absentes pour les personnes menstruées.
L'hyperphagie boulimique va consister, comme la boulimie, à manger des quantités importantes de nourriture avec perte de contrôle, mais on ne va pas avoir d'épisode compensatoire ensuite. La personne, en fait, elle va pouvoir manger sans sensation de faim. Les personnes aussi souffrant de boulimie vont avoir des conséquences graves sur le côté physique, mais aussi psychologique. On va aussi avoir des lésions digestives, surtout au niveau de l'œsophage, à cause des vomissements et du trop-plein d'acidité et de sucre gastrique. On va vraiment avoir des lésions et des douleurs au niveau de l'œsophage. Et au niveau des troubles psychologiques, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a de la nervosité, des impulsivités et malheureusement des idées suicidaires. Et comme les personnes boulimiques sont enclins à beaucoup d'impulsivité et à faire les choses dans la crise, dans le tout de suite, il faut faire très attention à ça. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que de nombreuses études ont montré qu'il y avait un lien entre les intestins, le microbiote et le cerveau. En fait, ils ont mis en lumière un dysfonctionnement des intestins et du microbiote chez les personnes dépressives, anxieuses ou souffrant de troubles du comportement alimentaire. Certaines bactéries, en fait, en trop grand nombre, quantité dans les intestins des personnes anorexiques, vont produire certaines molécules qui vont ressembler un peu à la leptine, l'hormone de la satiété. Et ça va du coup surstimuler certains récepteurs de la leptine. Ce qui va causer, comme je vous disais tout à l'heure, des personnes qui vont se décourager à manger et qui n'auront aucune sensation de faim. Alors, après vous avoir parlé de tout ça, je pense que j'ai peut-être dit des choses qui seront un peu dures. Je pense avoir fait des raccourcis, mais je ne peux pas partir dans le détail de tout. Mais tout ce que je veux vous dire là, c'est qu'il faut vraiment faire attention à vous et aux autres. Si vous sentez, si vous vous reconnaissez sur certaines choses, posez-vous les bonnes questions et essayez de réfléchir à ce pourquoi vous avez tel ou tel comportement par rapport à l'alimentation, par rapport à plein de choses. Comme je vous disais, n'hésitez pas à venir me parler en DM parce qu'il ne faut pas laisser traîner ça, c'est pour votre bien-être mental, physique, pour votre bien et avec le recul, quand je pense à moi, à la Aurore d'il y a quelques années, je trouve ça dommage de se ruiner la vie au quotidien pour quelque chose qui est banal, aussi banal que de se nourrir. C'est simple à dire quand on a maintenant bientôt 35 ans et que ça fait presque 15 ans qu'on n'a plus besoin de réfléchir à tout ça au quotidien. Mais vraiment, j'aimerais un maximum pouvoir aider les personnes si elles en ont besoin dans ce domaine-là et dans d'autres. Mais n'hésitez pas à venir me parler. Alors, les hormones de la faim, comme je vous disais pendant les explications, là, la faim, elle est influencée par de nombreux facteurs dans notre organisme et dans notre environnement, mais surtout, il y a 2 hormones qui sont fondamentales pour la bonne régulation de l'appétit. La gréline, qui est une hormone de la faim, qui stimule l'appétit, qui va signaler au cerveau que c'est le moment de manger. C'est lié surtout au cycle circadien et aux horaires pendant la journée. Elle est fabriquée dans l'estomac, mais aussi en petite quantité dans le cerveau, intestin et pancréas. Son rôle, du coup, ça va être de réguler le glucose, l'insuline, le goût, le sommeil et contribuer au maintien de l'équilibre du métabolisme. Elle dégrade les graisses et augmente la masse musculaire. La concentration de la gréline fluctue dans la journée. Elle va augmenter fortement avant le repas, puis diminuer ensuite. Lorsque l'estomac est vide, il va fabriquer de la gréline, qui va ensuite être libérée, circuler dans le sang, aller vers le cerveau, qui va stimuler les neurones et déclencher la sensation de faim. Voilà pourquoi les régimes restrictifs sont mauvais et non tenables, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est naturel. La leptine, contrairement du coup à la gréline, sa fabrication se fait dans les cellules stockant les graisses. Elle a un rôle important dans la gestion de l'appétit. Elle va signaler au cerveau lorsque l'estomac, contrairement, lui, est plein. Les niveaux de leptine sont proportionnels au pourcentage de masse graisseuse. Il peut arriver que le cerveau ne réponde plus à ces taux fortement élevés de leptine. Le cerveau, en fait, ne reçoit plus le message que l'estomac est plein. La personne va alors continuer de manger et prendre du poids de manière conséquente. En fait, au bout d'un moment, le cerveau, il comprend plus s'il y en a trop ou pas assez.
si ce n'est pas en équilibre, et ben en fait, il y a un problème qui se passe. L'équilibre entre la ghréline et la leptine est importante parce que ce sont des hormones qui travaillent ensemble. Et comme je vous disais, si l'équilibre est altéré, on va alors voir des problèmes sur la notion de faim et le sentiment d'être rassasié qui vont apparaître. Et si le déséquilibre est bien trop important, là ce sont les troubles du comportement alimentaire et des troubles de l'humeur qui vont apparaître. Pour un déséquilibre qui est faible, on va pouvoir contrer ça de manière assez intuitive. Le fait de dormir convenablement va aider à maintenir un bon équilibre des hormones. Avoir un bon apport en protéines, ça va permettre d'enlever les notions de fringales entre les repas. Et surtout manger en pleine conscience. Le nombre de personnes qui mangent en étant au téléphone avec la télé qui tourne et avec du bruit, comment vous voulez vous concentrer sur ce que vous mangez ? Le cerveau, on est visuel. Quand on mange, il faut voir l'assiette, il faut voir la quantité, il faut avoir vraiment un échange entre ce que vous mangez, entre ce que vous voyez, ce que le cerveau en comprend, les aliments que vous allez ingérer dans votre bouche. Il faut prendre le temps de mastiquer. Donc les personnes qui mangent très rapidement ou concentrées sur plein de choses sauf sur l'assiette, ça ne fonctionne pas. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, il faut vraiment être focus sur ce que vous mangez et être connecté, manger en pleine conscience. Pour les personnes qui ont besoin de prendre du poids, là, en revanche, vous pouvez vous concentrer sur autre chose et manger en même temps. Comme ça, vous ne vous rendez pas compte vraiment de ce que vous mangez et le cerveau va prendre un peu plus de temps pour comprendre que vous êtes rassasié. Ça va un petit peu déconcentrer votre tête et votre estomac et vous allez manger un peu plus pour pouvoir prendre des forces pour les personnes qui ont besoin de prendre du poids. Et la naturopathie, du coup, dans tout ça, comment peut-elle être d'une aide et comment je peux vous accompagner en plus de traitements, par exemple, ou d'un programme pour soigner les troubles du comportement alimentaire. Je pense qu'il y a vraiment différents aspects, différentes choses sur lesquelles je peux vous aider. D'un point de vue purement physiologique, pour aider votre estomac et votre cerveau à se mettre en route ou justement à calmer les fringales, ça, je peux carrément vous aider. Mais aussi sur le côté psychologique. Actuellement, j'ai une accompagnante qui ne se supporte plus et qui a de gros troubles psychologiques, qui est à bout, qui est épuisée par des aspects de sa vie personnelle et du coup, psychologiquement, autour de l'alimentation, il y a des gros soucis. Et moi, en fait, en premier lieu, je vais l'aider à aller mieux d'un point de vue psychologique, émotionnel, et ensuite, on verra pour tout ce qui est nourriture, comment elle se sent dans son corps, etc. Mais j'en mets à ma main à couper que déjà, en travaillant sur l'aspect émotionnel et psychologique, on va faire 80% du travail. Donc il y a des plantes, notamment pour vous aider à réguler votre appétit, qui sont des toutes petites molécules, mais qui peuvent vraiment vous aider à saliver, à déclencher des envies de manger, à sécréter des sucs digestifs, ou alors justement à vous rassasier, remplir votre estomac, etc. Donc en premier, les plantes, pour retrouver la sensation de faim, il y a le fenugrec, qui sont des graines qui va stimuler l'appétit, la prise de poids, mais vraiment, ça va aussi soulager les troubles digestifs. Ça va vraiment vous aider à déclencher votre appétit. On a la gentiane jaune aussi, qui est une plante dont les racines contiennent des principes amers qui stimulent la production de sucs digestifs et donc du coup qui permettent d'ouvrir l'appétit. Le gingembre, racine très connue, intéressante pour les douleurs digestives et stimule la production d'enzymes digestives et donc aussi ouvre l'appétit. Le pissenlit, c'est la même chose, il facilite la sécrétion et l'élimination de la bile et soulage les digestions difficiles. Pour les plantes qui permettent de couper la sensation de faim, il y a le caroubier. Pareil, ce sont des graines que vous pouvez utiliser qui vont vraiment gonfler. En fait, il va y avoir pas mal de pectine dedans. Les graines vont former un gel visqueux et ça va permettre de remplir l'estomac. Donc, il va y avoir une sensation de satiété qui va être présente.
Le psyllium, c'est pareil. Le psyllium blond, moi j'en ai pris pour des troubles au niveau intestinaux. Et en fait, il faut le consommer avant les repas. Ce sont des fibres végétales qui vont se gorger d'eau. Vous allez boire ce gel et ça va gonfler dans votre estomac. Du coup, la sensation de faim va être assez coupée. Le konjac, vraiment, c'est un aliment issu d'une plante qui est fortement consommée en Asie. Moi, en fait, je consommais, mais j'en consomme encore, des pâtes faites avec du konjac. C'est vraiment très gélifiant, ça a un aspect assez marrant, mais c'est un aliment qui est coupe-faim. Vraiment, mais ça fonctionne super bien. C'est un coupe-faim naturel. Ça va se gonfler en eau aussi. Et du coup, vous allez être rempli, mais très rapidement. C'est un aliment qui est hypocalorique. Vraiment, il n'y a presque pas de calories. Je crois que c'est 3 calories pour une grosse portion. Donc, si vous voulez un aliment qui vous remplit le ventre et qui ne vous donne pas de calories, le konjac, vraiment au top. Si on veut aller aussi un peu plus loin, on a certains éléments, certains nutriments qui sont très importants pour la régulation de l'appétit, qui soient liés directement ou indirectement à cela. Et en fait, ça va aussi améliorer tout ce qui est état émotionnel, ça va améliorer votre microbiote, ça va pouvoir aussi améliorer les relations et les connexions cerveau-intestin. Et il faut absolument chouchouter votre microbiote. Les 3/4 des gens en fait qui ont des soucis au niveau digestif ou au niveau de l'alimentation vont être souvent carencés en oméga 3. Donc je vous conseille vraiment de vous supplémenter en oméga 3. Qui plus est, ça va permettre à votre organisme d'être plus sensible à la leptine, donc la leptine qui permet d'être rassasié. Je vous parlais de la dopamine tout à l'heure. Le niveau de bonheur est fondamental pour le bon fonctionnement de votre métabolisme, mais aussi pour tout ce qui tourne autour de la nourriture. En fait, ça va vraiment influencer votre appétit. Il y a des personnes vraiment qui, quand ils ont des passages moins bien, qui sont carencés en dopamine, vont sauter sur tout ce qui est junk food, gras, sucré, etc. Donc si vous vous complémentez en dopamine, ça va augmenter votre niveau de bonheur et ça va sûrement, je pense, changer votre rapport à la nourriture. Ensuite, comme je vous disais aussi, les probiotiques. Les probiotiques permettent de chouchouter votre microbiote, de chouchouter vos intestins. Si vos intestins vont mieux, votre digestion va mieux, votre état mental, émotionnel va mieux. Et c'est parfait en fait. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a que ça pour régler vos problèmes, mais déjà faire une bonne cure de probiotiques pendant 3 mois, ça va améliorer l'état général de votre microbiote et de vos intestins. Et forcément, ça communiquera mieux au niveau de votre cerveau et de votre estomac. Le dernier, la spiruline. La spiruline, c'est une petite algue qui ne paye pas de mine, mais qui est un super aliment. Il y a vraiment beaucoup de vertus sur la spiruline. Personnellement, je la prends l'hiver quand je sens que j'ai besoin d'un boost niveau immunitaire, mais ça aide aussi à réguler l'appétit, à mieux contrôler le poids. Je mets ça avec des grosses guillemets. Il y a une concentration de protéines dans cet aliment qui est fou et qui va être aussi riche en fer, en vitamines, en oligo-éléments. Donc pour moi, c'est vraiment un must-have. Spiruline, probiotiques, oméga 3. Vous me faites une cure de 3 mois de ça. Je pense vraiment que ça ira nettement mieux. C'est quelque chose que je vais tester du coup avec une de mes accompagnantes et on va voir comment ça va se passer. Je vous ferai un retour. Pour conclure, comme je vous disais, l'alimentation, c'est vital. C'est un geste naturel appris dès le plus jeune âge lors de la découverte de la vie. Cependant, ce n'en est pas moins un moment complexe, influencé par énormément de choses et ce moment qui est censé être un moment de partage, de découverte, de plaisir, peut être vraiment très compliqué. Mais comme tout dans la vie, rien n'est figé. Tout est possible, on peut renverser la balance et je peux vous accompagner au mieux pour que ces moments qui sont compliqués pour vous actuellement
peuvent redevenir des moments du quotidien simples qu'on n'appréhende plus, qu'on ne contrôle plus, on ne stressera plus pour ça. Vraiment, je vous invite un maximum à venir me parler si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Outre le fait que je sois accompagnante et que je peux vous suivre avec des programmes, etc. Là, le but, là, pour moi, c'est pas de vendre mes programmes, etc. C'est vraiment de vous accompagner de manière spontanée, de manière bienveillante. Je sais ce que c'est de souffrir de ça. Je sais ce que c'est d'appréhender chaque moment de nourriture, de repas, de ne pas avoir envie, de ne pas s'extasier comme tout le monde devant un bon plat qui donne envie, etc. Je l'ai vécu pendant très 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 longtemps. Qui plus est, pour moi, c'était un moment stressant de me retrouver à table avec des personnes avec qui je n'avais pas envie d'être, qui allaient juger ma manière de manger, juger mon physique, etc. J'en ai pas forcément parlé, mais les 3/4 des TCA sont déclenchés par d'autres personnes de votre entourage qui vous mettent en lumière certains comportements, certaines choses, certains petits défauts sur votre corps. Et en fait, ça peut naître de ça, d'une phrase bête balancée pendant un repas de famille. Ah, tu te resserres encore, mais tu ne devrais pas. Et en fait, là, ça peut partir. Donc, je veux juste que ce moment qui est censé être banal redevienne banal pour vous. Qui plus est, si ensuite on peut refaire de ce moment un moment de plaisir, j'aurai tout gagné. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais parler beaucoup plus parce que ce sujet me tient à cœur. J'aimerais d'ailleurs faire un hors-série avec une amie qui elle aussi a été très touchée par ça, et j'espère qu'on va pouvoir mettre ça en place et que je pourrai vous offrir ce podcast aussi, et que vous aurez un retour d'une personne qui l'a vécu. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop lourd, trop indigeste à écouter. Je vous souhaite vraiment d'aller bien, de prendre soin de vous, de mettre des choses en place pour que votre quotidien soit le plus paisible possible. Voilà, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde pour cette année 2024. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, selon le moment où vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Bye tout le monde.